Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Faure Gnassingbé a fait son discours sur l'état de la nation. Le président du Conseil, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, était face aux parlementaires réunis en congrès ce mardi 2 décembre pour faire son discours sur l'état de la nation. Il y avait au total, selon les décomptes, 163 parlementaires, 674. Le quorum était largement atteint pour cet exercice. Occasion pour le président du Conseil de décliner les 5 sujets ou bien aborder les 5 points de son discours. Nous aurons le temps d'en parler pour aujourd'hui, en tout cas, avec nos invités, peut-être dans le prochain numéro de Regard Croisé revenir sur des aspects particuliers. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Puisque vous êtes deux, je suis bien tenté de commencer par vous. Credo Tété, Faure Gnassingbé a fait cet exercice tant attendu par les Togolais. Nous sommes dans la 5e République et c'est justement avec la 5e République qu'il a commencé son développement. Il répond à cet exercice devant les parlementaires. Oui, mais merci Guillaume. Donc j'aurais voulu que Louis commence ce sujet. Malheureusement, nous sommes deux sur le plateau, donc il a déjà entamé le sujet sur le Tchad. Mais je dirais d'entrée une date, un fait, un événement. Une date parce que c'est gravé dans l'histoire du Togo. 2 décembre 2025, le président du Conseil s'est déplacé à l'hémicycle pour donner son discours sur l'état de la nation. C'est un fait. C'est un événement parce que on l'a jamais vécu dans l'histoire politique de notre pays et malgré que les dispositions de la Constitution du 6 mai 2024 établissaient cette possibilité, donc il a tenu à franchir le seuil de cette possibilité pour rendre effectif ce discours sur l'état de la nation. Guillaume, c'est un discours qui met un terme à un système politique, c'est-à-dire le système semi-présidentiel qu'on avait et qui débouche sur un autre, notamment le régime parlementaire. Donc nous avons tous suivi ce discours sur l'état de la nation du président du Conseil, mais je retiens 4 points saillants. 4 points saillants qui suscitent, qui retiennent toute mon attention. C'est la rigueur, c'est cet appel ou bien cette référence à la rigueur et à l'efficacité désormais dans l'action sociopolitique. Également, on pourra parler de l'engagement de nos jours, que en fait tout revient au Parlement et au gouvernement de jouer leur partition dans l'expression dynamique de ce régime parlementaire. Le président du Conseil a aussi insisté sur cette urgente nécessité de consolider le dialogue politique permanent et également il y a un autre point très essentiel, c'est cette volonté dans les prochains jours de prendre des mesures de grâce présidentielle. Donc il a confié cette responsabilité au ministre de la Justice avec l'ensemble de ses collaborateurs de déterminer ceux qui peuvent, nos frères et sœurs détenus qui peuvent bénéficier de cette grâce présidentielle. Et sur cet aspect, il a listé des catégories. Oui, il a énuméré des plans d'orientation, donc je crois que le travail sera fait à ce niveau. Mais Guillaume, vous savez, je voudrais insister également sur cette trilogie de priorités qui a été énumérée par le président du Conseil et surtout l'emploi de verbes du premier groupe. Donc la trilogie de priorités qui sont des priorités de 3 ordres qui appellent à l'emploi des verbes protéger, rassembler et surtout transformer. Donc c'est dire que le président du Conseil a cette ambition de protéger le pays, de protéger les citoyens, d'investir les énergies dans la sécurité et la stabilité même de notre pays et au-delà de notre pays, de la sous-région. Et il a également cette envie de rassembler tout ce qui est épars.
rassembler tout ce qui est part. Donc, c'est permettre à tous les citoyens togolais de contribuer à l'essor de notre nation. Maintenant, la transformation. La transformation voudra concrétiser cette ambition de développement que nous voulons sur tous les aspects pour notre pays, le Togo. Donc voilà un tant soit peu les grandes définitions qu'on peut avoir dans cette trilogie de priorités déclinées aujourd'hui par le président du Conseil. Et il a également insisté dans son discours sur la nécessité de faire de cette 5e République la République des résultats. Les résultats qui devront se faire sentir sur les terrains de la sécurité, de la paix, de la stabilité et surtout du rayonnement de notre pays. Et lorsque je parlais de la protection de notre pays, il faudrait également que sur le plan du renforcement, qu'on puisse énumérer ce besoin, mais cette envie d'aller à ce qu'on appelle la consolidation républicaine, la cohésion nationale et la décentralisation. Et la transformation ne viendra que par un développement économique et social. Donc c'est ça qui va exprimer cette ambition de transformation. Et il a chuté dans son discours tout en évoquant la diplomatie à deux branches. Une diplomatie active et une diplomatie économique. Une diplomatie active qui va s'appuyer sur la stabilité et qui doit être également une diplomatie d'influence, c'est-à-dire un levier de rayonnement, mais également de protection des intérêts de tous les filles et fils de notre pays, le Togo. Et la diplomatie économique voudra sous-entendre le soutien des investissements à tous les niveaux pour que nous puissions au Togo dire que l'économie, c'est le vœu de tout un chacun, que le Togo puisse mieux se porter économiquement très bien. Et sans plus tarder, il a également, ça je vais réellement chuter, il a énuméré les 10 grands chantiers qui attendent son gouvernement. Et les 10 grands chantiers, on peut rapidement les énumérer dans le but est d'améliorer concrètement la vie des populations en actionnant certains leviers. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. On aura le temps de revenir à vous, ne vous inquiétez pas. Louis Kamako, Faure Gnassingbé a fait, pour la première fois cet exercice, un discours sur l'état de la nation et c'était devant les parlementaires ce mardi. Oui, on pourrait dire trop tard, vaut mieux que jamais, parce qu'un tel discours est plus prononcé depuis, si on suit les tests constitutionnels, si on se met dans la posture, en fait, du respect de la Constitution de mai 2024. Ben, je crois que ça a été fait, on peut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour mieux agir. Donc aujourd'hui, comme le disait Credo tout à l'heure, ça reste une date historique, parce que c'est le premier passage du président du Conseil devant les élus. Et quand vous voyez aujourd'hui l'architecture, même quand vous voyez les tests constitutionnels, c'est devenu une obligation. C'est un impératif en fait pour le chef de l'État ou bien le président du Conseil en fait de passer de temps en temps devant le Parlement, devant les parlementaires. Donc aujourd'hui on a parlé de congrès qui réunit et les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs. Donc le président il a prononcé un discours c'est un discours de 12 pages qui fait plus d'une demi-heure. Et quand vous voyez, vous allez, tout analyste en fait qui reste attentif aux différentes sorties du président de la République, il était président de la République de 2005 à 2020 et en 2025 il est devenu, c'est-à-dire que tout analyste en fait qui reste attentif à ces discours vous dira que il n'y a pas eu de nouveau. Vous m'excusez, mais on vous dira que ça c'est Monsieur Gnassingbé tout craché, parce que on le reconnaît justement à travers ses mots. Les mots qu'il emploie souvent, c'est souvent la paix, la sauvegarde de la paix, la cohésion nationale, la cohésion sociale, une gouvernance de proximité et tout cela. Donc ce sont des mots-clés qui se sont encore fait glisser dans le discours du président du Conseil aujourd'hui. Donc déjà, il faut rapidement dire que c'est un discours, à mon avis, qui peut rassurer certains, mais qui ne va pas convaincre en fait ceux qui exigent la transparence, l'état de droit,
la liberté et la démocratie. Et c'est tout à fait normal parce que quand vous voyez que en fait la constitution, ou bien quand vous voyez la manière dont la constitution en soi a été adoptée, je crois que le débat demeure toujours d'actualité autour de cette constitution-là. Donc je pense que c'est un discours qui est ordinaire selon moi. Il n'y a pas eu, vous m'excusez, mais il n'y a pas eu de grandes annonces de la part du président du Conseil. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des propos habituels, ce sont des propos afférents, ce sont des propos qu'on connaît en fait à monsieur le président du Conseil. Donc moi j'ai juste remarqué en lui cette volonté-là de légitimer la nouvelle architecture politique du pays, parce que il est longtemps revenu sur les réformes, il est longtemps revenu sur les conditions dans lesquelles, ou bien les raisons, ou bien les motifs qui ont justement prévalu à cette nouvelle constitution-là. Je rappelle que c'est la première fois qu'il se prononce publiquement au Togo. Justement. Et donc, c'est de bonne loi, c'est tout à fait normal, justement, qu'ils reviennent, en fait, sur les objectifs, ou bien sûr, les raisons qui ont milité en faveur de ce changement constitutionnel-là. J'ai également remarqué en lui ce désir-là de redorer le contrat social entre État, population, sécurité, inclusion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que depuis 2005, vous allez justement entendre M. Faure Gnassingbé parler de contrat social, de sécurité, de garantir la paix aux Togolais. Il y a également en lui cette réponse-là institutionnelle à la critique d'un pouvoir excessivement concentré. Faure Gnassingbé parle d'une gouvernance de proximité. Ça veut dire tout simplement que les ministres ou bien ses collaborateurs doivent avoir à l'idée qu'ils sont des serviteurs du peuple. Ils doivent redescendre, ou bien ils doivent descendre de leur piédestal pour être proches de la population qui sont appelés à servir. Ça, je pense que dans les jours à venir, on pourrait un peu s'attarder sur là-dessus, parce que c'est un fait qui est purement factuel. Parce que vous êtes peut-être dans le quartier, vous voyez des gens du jour au lendemain, ils sont nommés ministres et puis ils deviennent inaccessibles. La première des choses qu'ils font, c'est justement changer leur numéro. Donc vous serez peut-être étonné que celui avec qui vous chantez peut-être hier à la chorale, à l'église, vous devient du jour au lendemain, c'est pas entretien un mythe autour de lui parce qu'il est devenu inaccessible. Mais alors que quand on est ministre, c'est justement pour servir le peuple. C'est pour ça qu'ailleurs vous allez remarquer que les gens boudent le gouvernement parce qu'ils se disent que ils sont pas là, ils veulent pas servir un peuple. C'est-à-dire que les ministres doivent avoir à l'idée qu'ils sont là justement pour servir le peuple. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que les limites... Rapidement, les limites de ce discours, c'est parce que j'ai juste remarqué qu'il n'y a pas une garantie concrète de mise en œuvre des promesses tenues. Que d'autres disaient tout à l'heure de l'ouverture de grands chantiers. On n'a pas un calendrier qui a été communiqué pour nous dire que de telle période à telle période, nous allons procéder à cela. Bon, pour moi, ce ne sont que, vous m'excusez encore, mais ce ne sont que de simples annonces. Il n'y a pas d'engagement crédible en matière de liberté politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le chef de l'État l'a effleuré tout petit peu qu'il y aura une grâce présidentielle qui sera accordée à certains détenus. Mais de quelle détenus parlons-nous? Il a donné certaines catégories. Mais je crois que le contexte actuel il est un peu complexe parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de ces réformes constitutionnelles-là. Est-ce que c'est d'eux aujourd'hui on parle? Il y a toujours ce débat-là qui continue justement autour de cette dénomination. Est-ce qu'il faut parler de détenus politiques? Est-ce qu'il parler de détenus d'opinion? Qui sont ces prisonniers-là qui seront libérés? Ça, et il y a aussi ça. Mais quand vous voyez aujourd'hui, vous allez remarquer que le chef de l'État ne s'est pas attardé. Bon, le président du Conseil ne s'est même pas prononcé sur les filets sociaux, c'est-à-dire que sur le volet social, parce que le problème principal, ou bien le problème qu'il y a aujourd'hui auquel est confrontée la jeunesse togolaise, c'est justement le problème d'emploi ou bien le problème de chômage. On n'a pas
vu, on n'a pas écouté le chef de l'État justement se prononcer sur la question. Je pense que... je reviendrai à vous. Voilà. Oui, donc, si vous permettez, alors, oui, rapidement. Alors, Credo Tété, je voudrais vous passer la parole pour un petit moment. Vous allez nous dire quelques aspects clés de ce discours qui vous ont peut-être, qui vous intéressent à commenter. Oui, non, mais moi, je voudrais rebondir un tant soit peu sur des analyses formulées par mon confrère Louis Kamako. Le premier aspect, donc, on serait dans un autre milieu que j'aurais conseillé à Louis Kamako de faire l'expérience de la Jeune Chambre internationale. Parce que si vous avez... J'essaye. Oui, la Jeune Chambre internationale qui apprend ce que c'est que la vision, parce que vous savez, la mission décline toujours d'une vision. Et pour matérialiser une mission, il faut mettre en place également des stratégies. À parcourir ces 8 pages du discours du président du Conseil, il y a cette vision, il y a cette mission, mais il y a également les outils qui définissent ces stratégies. Donc je voudrais le prendre au mot pour, vous savez, lorsqu'on parle des détenus, c'est vrai, il a fait appel au ministère de la Justice d'élaborer une certaine liste, mais je le cite, il a dit, je le cite, mais je veux être clair, il ne s'agit en aucun cas de laxisme. Les réformes que nous conduisons ne concernent ni les crimes de sang, ni les atteintes graves à l'intégrité physique ou à la vie. Donc c'est dire que ceux qui se retrouveraient dans ce domaine de définition ne pourront pas bénéficier de cette grâce présidentielle. Et il a également exprimé cette belle intention. Je le cite également, nos établissements pénitentiaires doivent préserver la dignité humaine afin de permettre la réinsertion sociale des personnes qui recouvreront leur liberté. Donc, il a clairement exprimé cette vision désormais pour nos établissements pénitentiaires. Il y a également un autre aspect qu'il faut souligner. Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, l'a dit, je le cite toujours, une société forte ne se construit ni dans la faiblesse ni dans la vengeance. Donc elle se construit dans l'équilibre entre justice, humanité et responsabilité. Et en parcourant ce discours, il a fait justement allusion à cette lutte contre la corruption qui doit être accentuée et la méthodologie qu'il nous suggère, et je crois que c'est cette méthodologie qu'il va employer. Il dit, je le cite toujours, si la République change, la méthode de gouvernance doit aussi changer. Donc il y a l'engagement, il y a la redevabilité et la responsabilité partagée. Et concernant justement ce principe de redevabilité, il a exprimé, comme l'a souligné brièvement Louis Kamako, cette disponibilité ou bien ce devoir désormais pour les membres du gouvernement de déférer devant le Parlement lorsqu'ils sont, disons, interpellés sur des sujets. Et il a dit qu'en ce qui nous concerne, je le cite toujours, les membres du gouvernement viendront devant cette assemblée autant que nécessaire pour non seulement rendre compte, mais ajuster et corriger. Donc c'est dire que le Parlement a son rôle à jouer, le gouvernement a également son rôle, mais le gouvernement n'est pas au-dessus du Parlement. S'il y a des ministres à interpeller sur des questions qui concernent l'état de la nation, ces ministres vont désormais déférer devant ce Parlement. Il nous en souvient que même dans notre pays, on a déploré le fait qu'à un certain moment, certains ministres ou bien certaines interpellations de ministres soient restées lettres mortes. Cette volonté exprimée est vivement saluée. Voilà les points que vous avez bien voulu relever dans ce discours. Je le rappelle, c'est le discours un peu long, donc on ne pourra pas aborder tous les aspects. Aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans nos prochaines émissions. C'est un discours que M. Credo maîtrise plus que la pomme de sa mère. Vous aurez dû faire de lui accorder toutes les 32 minutes en fait. Mais je crois que c'est un discours, bon, on parle de l'État, de la nation, ça veut dire tout simplement que le chef de l'État vient mettre le curseur sur les anomalies, peut-être en termes de gouvernance. Et comme je l'ai dit, c'est un discours purement politique, c'est-à-dire que le volet social ne s'est pas trop ressenti. Mais ce que j'ai remarqué, c'est ce rôle-là essentiel de l'opposition dans le débat démocratique sur lequel il est revenu. Le président du Conseil dit par exemple que je cite,
la démocratie ne s'accommode pas du monologue. Elle s'enrichit du débat. Fin de citation. Ça veut dire tout simplement que on aurait aimé que le débat soit houleux, que le débat soit intense, parfois houleux, au Parlement, c'est-à-dire que aussi bien à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais est-ce que la composition que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale ou bien au niveau du Sénat nous permet d'avoir un débat démocratique digne de ce nom? Vous avez à l'Assemblée nationale 113 députés et sur les 113, le parti au pouvoir, la mouvance présidentielle, seul en a jusqu'à 108. Au sein de cet hémicycle-là, il n'y a que 2 partis politiques d'opposition. Ça veut dire tout simplement que le débat à l'Assemblée nationale est déjà déséquilibré. Ça veut dire que on ne remplit pas les conditions qu'il faut justement pour instaurer un débat démocratique comme le chef de l'État l'a dit. Et je crois que... Pardon? Tu vas finir par t'habituer. Mais je vais m'y habituer parce qu'on m'a tellement eu habitué que... Mais je crois que s'il le dit, parce qu'il parle d'instaurer un dialogue entre politiques, et le dialogue peut-être, ce que veut aujourd'hui l'opposition, c'est de revenir sur la constitution en soi, de revenir à la constitution de mai 2024, du 6 mai 2024, parce que ça ne passe toujours pas au sein d'une majorité. Enfin, ça ne passe pas toujours pas au sein d'une majorité de la classe politique de l'opposition et certains acteurs de la société civile. Ça veut dire tout simplement que, je l'ai dit, le chef de l'État même a remarqué qu'il y a des manquements, il y a des choses à corriger encore dans ce test-là. Dialogue, oui, mais essayons justement de rompre ou bien essayons de nous démarquer des dialogues qui ont trait à un marché de dupes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Credo Tété. Oui, moi je voudrais prendre en considération le souhait ou bien le vœu ou bien plus l'engagement du président du Conseil de la mise à disposition de ses collaborateurs membres du gouvernement qui vont désormais déférer devant le Parlement pour répondre aux questions dans le but d'éclairer la lanterne des populations. Je souhaite vivement que cela se concrétise et à l'attention de ces heureux élus, membres du gouvernement, qu'ils ne se croient pas plus intelligents que les Togolais. Ils sont au service des Togolais, qu'ils soient nourris dans le vase d'humilité, de proximité avec les populations et qu'ils soient conscients qu'ils sont au service des populations. Ils ont des obligations de résultats et il y a également ce principe de redevabilité. Ils ne sont pas plus intelligents que ceux qui constituent les populations. Qu'ils fassent preuve d'humilité, mais qu'ils fassent convenablement leur job. Et au président du Conseil, lorsqu'un ministre aura démérité, qu'il n'hésite pas à le changer. Parce que, comme il l'a dit dans son engagement, on veut une république de résultats. On n'a pas de résultats avec des égoïstes, on n'a pas de résultats avec des orgueilleux, on n'a pas de résultats avec des réseaux antagonistes qui s'affrontent autour d'un seul domaine de définition. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais je voudrais, dans le discours du président du Conseil, il est revenu sur un aspect que je trouve très louable, c'est-à-dire que des critiques, il s'est montré favorable aux critiques, mais dans le respect de l'autre. Et vous l'avez constaté que dans son discours, et je pense que ça fait partie également de son habitude, il a il y a ce respect profond-là qu'il affiche vis-à-vis de ses détracteurs à chaque fois qu'il veut s'adresser à eux. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être copié et également, en fait, qui doit être copié. Et par là, je veux justement qu'on arrête avec les arrestations, vous m'excusez, arbitraires. Parce
parce qu'on a eu à constater qu'il y a des gens qui sont en détention pour leurs opinions, il y a des gens qui ont critiqué des autorités, il y a des gens qui ont dénoncé la mauvaise gouvernance et ils sont en prison. Donc si le chef de l'État se dit favorable aux critiques, je crois que c'est pour nous dire que la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont garanties et que les uns les autres doivent mettre fin à leurs ailes proportionnelles. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Vous